Bonjour, merci beaucoup. Donc je vais parler des biomarqueurs biologiques d'aujourd'hui et de demain. Vous verrez, c'est parce que je vais faire un petit retour sur... alors j'ai pas suivi en fait, c'est pas bien hein, l'affaire, voilà. Je vais faire un petit retour sur les biomarqueurs qui existent actuellement. Donc moi j'ai des liens d'intérêt que voici, puisque j'accompagne le développement de tous les essais thérapeutiques dans la maladie d'Alzheimer et la maladie à corps de Lévy. Qu'est-ce qu'un biomarqueur? On n'a pas parlé de ce qu'était un biomarqueur, je vais juste faire un petit rappel. Donc c'est une caractéristique, ça ne veut pas dire forcément biologique, même si c'est biomarqueur, en fait c'est le mot anglais biomarker. Donc c'est une caractéristique qui est mesurée de façon objective et qui va évaluer un processus, il peut être physiologique, je fais un test de grossesse, le test est positif, c'est un biomarqueur, ou pathologique, je fais un marqueur d'un cancer, il est élevé, c'est en faveur d'un cancer, ou de réponse pharmacologique, je suis diabétique, j'ai un taux de sucre dans le sang élevé, je prends un traitement, le taux de sucre dans le sang baisse, et la glycémie, le taux de sucre dans le sang, nous permet d'évaluer l'efficacité. Donc vous voyez, un biomarqueur, c'est très large, puisqu'il peut y avoir les biomarqueurs nucléaires, les biomarqueurs en IRM, les biomarqueurs biologiques, les biomarqueurs de l'analyse neuropathologique, les biomarqueurs cliniques, qui sont aussi des biomarqueurs. L'objectif dans les maladies neurodégénératives, toutes les maladies neurodégénératives, c'est qu'on ait un reflet, quand la personne est en vie, et pas seulement à l'analyse du cerveau, des lésions neuropathologiques qui sont en train de se développer. Et donc c'est ça l'objectif du TEP à l'alpha-synucléine et l'objectif des biomarqueurs sanguins. Donc le système nerveux central, c'est un sanctuaire. Il y a une barrière qui le protège, que vous pouvez voir là, c'est le mur. Et finalement, cette barrière, elle ne laisse quasiment rien passer, ou en tout cas, on le pensait jusqu'à très récemment. Donc, pour avoir un bon reflet de ce qui se passe dans le cerveau, eh bien, on fait ce qu'on appelle une ponction lombaire. Alors ça fait hurler tout le monde de peur. Une ponction lombaire, en fait, c'est recueillir quelques gouttes de liquide en bas du dos. On n'enlève pas un bout de moelle épinière, hein, sinon on saurait que ça pose problème. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la première étape de ce qu'on fait quand on fait une rachianesthésie et une péridurale, que, pour le coup, les patients réclament à grands cris quand elles en ont besoin, surtout les femmes. Donc la ponction lombaire fait fuir, mais la péridurale attire, et pourtant, c'est quasiment le même geste, la péridurale étant plus invasive. Ensuite, on peut avoir donc ça, c'est le meilleur reflet de l'activité biochimique du cerveau. Et la problématique du sang, c'est que le sang, tous les organes relarguent dans le sang. Donc on a ce qu'on appelle, nous, un bruit de fond, c'est-à-dire énormément de modifications biochimiques, et finalement les quelques molécules du cerveau qui viennent, elles sont un peu noyées dans l'affaire. Donc la ponction lombaire, elle est importante, hein, c'est ce qui a permis de mettre au point des biomarqueurs dans la maladie d'Alzheimer, et on ne s'amuse pas à faire des ponctions lombaires pour se passer le temps ou pour faire peur aux patients, on s'amuse à faire des ponctions lombaires puisque ça a un impact important sur le diagnostic. Donc ça, c'est une étude qui date quand même, mais c'est une étude de pratique clinique courante où on a interrogé les cliniciens de toute la France, enfin tous ceux qui voulaient participer, et on leur demandait quel était votre diagnostic avant la ponction lombaire et quel était votre diagnostic après la ponction lombaire chez une même personne qui venait pour un bilan de la mémoire. Et donc on a montré que ça augmentait significativement la confiance du médecin dans son diagnostic, mais ça c'est le côté intellectuel de la chose, on aime bien avoir des preuves de ce qu'on diagnostique. Et surtout, regardez, dans 34% des cas, il y avait un changement de diagnostic après la ponction lombaire. Et ça, c'est ce qu'on retrouve partout, c'est ce qu'on retrouve avec les TEP, c'est ce qu'on retrouve avec l'autopsie. Il y a environ 30% d'erreurs dans les diagnostics, quels qu'ils soient, dans les maladies neurodégénératives, enfin surtout maladies d'Alzheimer et sûrement un peu plus maladies à corps de Lévy, quand on n'utilise pas de biomarqueurs. Donc l'utilisation de biomarqueurs pour refléter les lésions neuropathologiques est très importante sur des maladies qui impactent autant la vie. Donc qu'en est-il des biomarqueurs sanguins? Donc les biomarqueurs sanguins, là vous voyez, je ne sais pas si la petite... non, ça ne marche pas. La souris. Celle-là, voilà. Bon, très bien. Alors ici c'est un neurone, c'est le corps cellulaire, là c'est le prolongement du neurone, on va dire c'est le câble électrique, et puis ça c'est la prise, c'est là où il va se mettre en connexion avec le reste, et le neurone il a une gaine isolante, vous voyez c'est exactement comme un fil électrique, hein. Et donc quand cette gaine isolante est abîmée et quand le fil électrique en dessous est abîmé, eh bien ça relargue ce qu'on appelle des neurofilaments, puisque le squelette du neurone est fait en neurofilaments. Le neurone il a lui-même son petit squelette
Ça, c'est relargué dans le liquide céphalorachidien, donc la ponction lombaire en grande quantité et en moins grande quantité dans le sang. Mais aujourd'hui, grâce à l'évolution des techniques biologiques, eh bien, on peut le détecter. Donc, qu'est-ce qu'il a été montré pour ces neurofilaments? Je vous parle surtout de ceux-là parce que c'est ceux-là qui sont utilisés dans beaucoup de maladies neurologiques actuellement. C'est un marqueur de l'atteinte des axones, donc c'est un bon marqueur, il est facile à évaluer. Il n'est spécifique d'aucune maladie neurologique, d'accord? Il monte et on sait qu'il y a une atteinte neurologique, mais ça ne signe pas la maladie. Il est très sensible, c'est-à-dire qu'il monte très facilement. Je me cogne la tête, il monte, et il est très dynamique, c'est-à-dire qu'il va monter très vite et il va redescendre très vite. Par exemple, il y a eu des tests sur des plongeurs en apnée, ils ont fait les neurofilaments avant, les neurofilaments après, ils ont montré que les neurofilaments, lors d'une plongée en apnée, augmentaient. Donc vous voyez, c'est très 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 sensible. Donc les neurofilaments, à quoi pourraient-ils nous servir dans notre pratique clinique courante concernant la maladie à corps de Lévy? Eh bien, ça peut nous permettre, et ça c'est toutes les études qui montrent la différence entre des sujets contrôle, des sujets qui ont une dégénérescence frontotemporale et des sujets qui ont une autre maladie neurodégénérative. Eh bien, on voit là, plus on va à droite, plus c'est élevé. On voit que c'est beaucoup plus élevé dans les maladies neurodégénératives et que ça n'est pas véritablement élevé dans les maladies psychiatriques, contrairement au sujet contrôle, comparativement au sujet contrôle. Donc, ça s'élève dans les maladies neurodégénératives et là, ils avaient pris l'exemple de la maladie de la dégénérescence frontotemporale. En pratique clinique courante, ça c'est un travail qui a été fait chez nous par Mathieu Lilamant, qui est gériatre, et un jeune gériatre qui s'appelle Karl. Donc on a fait le dosage des neurofilaments chez plusieurs centaines de patients. Chaque point représente un patient. Qu'est-ce qu'on a montré? Déjà que les patients qui avaient une maladie neurodégénérative, tout confondu, avaient un taux de neurofilaments significativement plus élevé que ceux qui n'avaient pas de maladie neurodégénérative. Donc ça pourrait être un premier test de screening. C'est une prise de sang, c'est simple, ça peut se faire partout. Et quand on regarde les sous-groupes, là vous avez maladie d'Alzheimer, dégénérescence frontotemporale, maladie à corps de Lévy et d'autres maladies neurodégénératives, eh bien on voit que dans les dégénérescences frontotemporales, c'est très élevé. C'est élevé aussi dans la maladie d'Alzheimer, mais vous voyez, la maladie à corps de Lévy, en tout cas dans ce groupe-là, eh bien elle est un petit peu plus élevée que ce qu'on appelle les sujets contrôle, mais finalement pas plus élevé que des patients qui ont des troubles cognitifs sans maladie neurodégénérative. Donc vous voyez, c'est pas parce qu'on a une maladie neurodégénérative qu'on a forcément ce reflet-là dans le sang. Donc pour les maladies à corps de Lévy, les neurofilaments ne seraient probablement pas le test diagnostic de choix, mais peut-être que ça peut nous aider, par exemple dans les débuts psychiatriques, à distinguer une dégénérescence frontotemporale d'une maladie à corps de Lévy. Ensuite, il y a une étude qu'on a fait, qui n'est pas encore publiée, en collaboration avec Frédéric. Donc, c'est une étude rétrospective, c'est-à-dire qu'on a pris les données qu'on avait et on a recueilli les éléments cliniques entre Paris et Strasbourg. Et on a inclus des personnes qui souffrent de maladies à corps de Lévy, de maladies d'Alzheimer et des sujets dits contrôle. Alors, en France, on ne peut pas franchement avoir de sujets sains comme ça. On ne peut pas faire d'appel à la population. Venez chez nous faire des prélèvements pour servir de contrôle. Donc souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des sujets qui viennent pour une plainte cognitive, mais chez qui on ne trouve rien après plusieurs années de suivi. Donc on a exploré plusieurs biomarqueurs sanguins avec des techniques qui ont été validées, et le travail, il a été fait par Agathe Vrion, que vous avez déjà vu, qui a déjà fait des webinaires pour A2MCL. Donc on a fait comme biomarqueur la bêta. C'est l'une des protéines de la maladie d'Alzheimer, les neurofilaments dont je viens de vous parler. La GFAP, c'est les astrocytes, c'est plutôt l'inflammation. La protéine tau phosphorylée, aussi une protéine de la maladie d'Alzheimer, et deux autres protéines de l'inflammation. Donc vous voyez, on a screené beaucoup de biomarqueurs. Agathe a beaucoup travaillé, et les données sont pour l'instant confidentielles puisqu'elles ne sont pas encore publiées. Et l'idée, c'était de savoir, est-ce qu'il y aurait un de ces biomarqueurs sanguins, ou plusieurs, ou la combinaison de plusieurs, qui nous permettrait de distinguer maladie d'Alzheimer et maladie à corps de Lévy. Donc voici la description. Maintenant, vous êtes un petit peu habitués. On adore les tableaux, en fait. Et donc, voilà, on fait des tableaux et on compare. Donc là, les contrôles neurologiques, on en a 30. Vous voyez, l'âge moyen est de 63 ans, 43% d'hommes. Alors, ApoE4, c'est un facteur de risque qu'on aime bien
regarder un facteur de risque de maladie d'Alzheimer. Pourquoi? Parce qu'il joue aussi sur le taux d'A-bêta. Ça, c'est le petit test de screening pour voir comment est l'état cognitif et le nombre d'années d'études. On avait 103 patients qui souffraient de maladie à corps de Lévy avec une moyenne d'âge de 69 ans, un peu plus d'hommes, voilà, et 80 patients qui souffraient de maladie d'Alzheimer avec une moyenne d'âge de 71 ans. Donc en fait, pourquoi on fait ça? C'est pour se représenter nos populations, mais c'est aussi pour voir si nos groupes sont différents, puisque vous voyez là, il y a une différence d'âge évidemment entre les contrôles et les patients. Les contrôles sont plus jeunes. Il y a pas tout à fait, mais presque une différence dans les sexes ratios, la répartition des sexes en fonction de la maladie. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Déjà, il y avait 90 patients qui avaient eu une ponction lombaire sur 103. Ils sont toujours en vie, ils vont bien, ils marchent. La ponction lombaire n'a pas eu de conséquences sur eux. Et là, vous allez me dire, mais franchement, ils sont pas d'accord entre eux, là, Frédéric Blanc et Claire Paquet, parce que tout à l'heure, Frédéric Blanc, il nous a dit qu'il y avait 49% des patients qui avaient une maladie à corps de Lévy qui avaient aussi des lésions Alzheimer. Mais ça, c'est vrai, même si je ne vais pas dire la même chose, parce que c'est des analyses neuropathologiques, c'est-à-dire c'est dans le cerveau, et c'est des patients qui donnent leur cerveau après leur mort, c'est-à-dire que la maladie, elle a évolué sur des dizaines d'années. Donc le fait qu'on trouve beaucoup de lésions de type Alzheimer à la fin de notre vie, ça n'est pas très étonnant. Qu'en est-il quand la personne est encore en vie? Vous voyez, en fait, 59% n'a pas du tout de lésions de type Alzheimer. À moins, ça veut dire qu'il n'y a pas d'amyloïde. Témoin, ça veut dire qu'il n'y a pas de taux. 17% n'a que de la tau. 12% n'a que de l'amyloïde et seulement 12% a un profil de type Alzheimer. Et ça, c'est ce qu'on retrouve dans les cohortes de biomarqueurs, c'est entre 15 et 20%. Donc du vivant de la personne, grâce à la ponction lombaire, on peut voir qu'in fine, oui, il y a des lésions de type Alzheimer chez certaines personnes qui souffrent de maladies à corps de Lévy, mais pas tant que ça un profil complet. Si on ajoute 12 plus 12 plus 17, ça fait plus, mais le profil complet, finalement, ça n'est pas tant que ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir sur les résultats des biomarqueurs? Je vous ai entouré en rouge le groupe maladie à corps de Lévy. Eh bien, en fait, si on résume, on peut voir qu'ils sont le taux des biomarqueurs chez les personnes qui souffrent de maladie à corps de Lévy est entre le taux des neurological control, des sujets contrôle, qui est globalement bas, et le taux des patients qui souffrent de maladie d'Alzheimer, qui est globalement haut. Donc, c'est toujours un taux intermédiaire. Donc si on le regarde visuellement, ça c'est beaucoup plus joli, hein, on reconnaît les graphes d'agate plein de couleurs. On voit très bien au milieu en orange, là la souris ne veut pas, en milieu en orange c'est le groupe maladie à corps de Lévy. Donc vous voyez bien que quasiment à chaque fois, il se trouve de façon intermédiaire entre maladie d'Alzheimer et maladie à corps de Lévy. Et l'autre élément qui est important, c'est si vous voyez la distribution, les grands traits que l'on voit de part et d'autre des parties plus arrondies, c'est la distribution, c'est-à-dire c'est l'étendue des résultats qu'on a. Et vous voyez, dans les maladies à corps de Lévy, il y a certains marqueurs pour lesquels on a une très grande distribution, c'est-à-dire qu'il y a des patients qui sont très bas et des patients qui sont très hauts. Ce qui explique une fois de plus la variabilité chez les patients qui ont une maladie à corps de Lévy. Ça, ce sont des courbes un peu compliquées pour montrer comment on arrive à distinguer les patients qui souffrent d'une maladie à corps de Lévy des personnes qui souffrent d'une maladie d'Alzheimer. Globalement, pour l'instant, on n'a pas le biomarqueur qui va nous permettre de faire cette distinction. Et on a collaboré aussi dans le réseau européen European DLB pour étudier la protéine tau plasmatique. Alors, il y a plein de types de protéines tau. Hein. Là, on en a fait 2, 180, 231, peu importe le chiffre. Donc, c'est aussi une étude rétrospective, multicentrique sur l'Europe. Et on a comparé des personnes souffrant de maladies à corps de Lévy, de maladies de Parkinson, de maladies d'Alzheimer et encore des sujets contrôle. Et qu'est-ce qu'on voit dans cette cohorte-là? Eh bien, ça confirme un petit peu ce qu'on a, nous, dans notre étude, à savoir que les patients qui ont une maladie à corps de Lévy, eh bien, ils se situent entre les contrôles et les patients qui souffrent d'une maladie d'Alzheimer. Et pour certains marqueurs, vous voyez, ils sont très proches des résultats qu'on peut avoir dans la maladie de Parkinson. D'accord? Donc, on est vraiment à mi-chemin entre la maladie, on le voit mieux ici d'ailleurs. On est vraiment, ici ce sont les contrôles, les personnes souffrant de maladie de Parkinson, les personnes souffrant de maladie à corps de Lévy. Vous voyez là où les
les taux sont les plus perturbés pour ce qui est de la protéine tau plasmatique, c'est dans la maladie d'Alzheimer. Donc clairement, que ce soit notre étude française ou l'étude européenne, ça nous dit le marqueur plasmatique tau, c'est un bon marqueur pour la maladie d'Alzheimer, mais ça ne sera pas ce marqueur-là pour la maladie à corps de Lévy. Donc ce qu'il faut retenir, parce que là vous allez dire, oui, bon ben voilà, il n'y a pas de marqueur, il n'y a pas de TEP, il n'y a pas d'IRM, il y a quand même les marqueurs, il y a quand même la RT-QuIC dans le LCR qu'on commence à faire un petit peu dans plusieurs centres. Donc l'information importante et nouvelle et positive, c'est qu'on n'espérait pas franchement pouvoir mettre au point des neuromarqueurs dans le sang, et c'est faisable. Et on sait maintenant que c'est faisable en routine, et il y en a de plus en plus, et on voit de plus en plus de choses dans le sang. Donc ça, c'est vraiment un élément important. Ce qu'on voit dans l'étude, on va l'appeler Paris-Strasbourg, ça va être simple, c'est la modification de plusieurs neuromarqueurs dans la maladie à corps de Lévy, mais ça ne va pas nous permettre de faire le diagnostic différentiel. Alors peut-être que l'IRM plus le TEP plus une combinaison de marqueurs plasmatiques nous permettra, vous savez, en faisant un algorithme. On sait que la tau est plus élevée, la tau 180 est plus élevée chez les patients qui souffrent d'une maladie d'Alzheimer, mais aussi chez les personnes qui souffrent d'une maladie à corps de Lévy avec une composante Alzheimer. Et puis ce petit marqueur-là, peut-être que lui, il va permettre de distinguer les choses. C'est un marqueur de l'inflammation. Donc ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que c'est un domaine qu'on avait du mal à atteindre, les marqueurs sanguins des maladies neurologiques, qui est en train de se développer, et il y aura, je pense, à un moment donné, un biomarqueur sanguin de la maladie à corps de Lévy. Et j'en ai fini. Merci beaucoup.